On s'est toujours posé cette question, non? Comment des groupes humains peuvent-ils vivre de manière si radicalement différente? Eh bien, cette fascination, c'est le point de départ de l'anthropologie, une discipline entièrement consacrée à cette quête de compréhension entre nous et les autres. Et voilà la question qui lance toute l'aventure. Imaginez un peu. Comment est-ce qu'on fait pour franchir ce fossé qui nous sépare de quelqu'un dont les croyances, les habitudes, la vision du monde sont à des années-lumière des nôtres? Pour même commencer à répondre, les anthropologues ont d'abord dû mettre le doigt sur le plus gros obstacle. Cet obstacle, il a un nom, l'ethnocentrisme. C'est ce réflexe presque inconscient qui nous fait juger les autres cultures en se basant sur la nôtre, comme si nos propres coutumes étaient la norme universelle. C'est le biais fondamental que toute l'anthropologie va essayer de déconstruire. Du coup, le point de départ, c'est nous-mêmes. Avant de pouvoir comprendre les autres, il faut d'abord s'interroger sur notre propre regard, qui agit souvent comme un miroir déformant. C'est ça le problème de nous. Et pour voir à quel point ce biais est puissant, il suffit de regarder un peu en arrière. Quand les missionnaires jésuites sont arrivés en Chine, ils ont décrit une société qui ressemblait étrangement à la leur. En Australie, les explorateurs européens voyaient les aborigènes comme des sortes d'humains préhistoriques. Ce qu'ils voyaient, ce n'était pas une autre culture mais un reflet de leur propre passé. C'est sur ces comparaisons biaisées que l'ethnologie a fait ses tout premiers pas. Alors la grande question, c'est comment on fait pour sortir de ça? Comment dépasser ces préjugés? Pour relever ce défi, les anthropologues ont dû inventer leur propre boîte à outils, avec au centre une méthode assez radicale. Et au cœur de cette boîte à outils, il y a la méthode qui a tout changé, l'observation participante. On l'appelle aussi, et j'aime beaucoup l'image, le bain de culture. Le principe est simple mais hyper exigeant. On ne peut pas comprendre une culture en la regardant de loin. Il faut y vivre. Il faut partager le quotidien, apprendre la langue, manger la même chose, bref, s'immerger complètement. Et ça nous amène au dilemme central de tout anthropologue. Pour bien comprendre le casse-tête, il y a une analogie parfaite, celle de la fraise. D'un côté, il y a l'expérience vécue, le goût sucré, la texture, le parfum. Ça, c'est le bain de culture. De l'autre côté, il y a les données objectives, la description scientifique, 90% d'eau, de l'acide ascorbique, des sucres, etc. Et voilà tout le défi. Comment on passe du goût d'une culture, de cette expérience riche et subjective, à sa formule scientifique, à une analyse qu'on peut transmettre, sans perdre l'essentiel en route? C'est pour tenter de répondre à cette question que les grandes théories de la discipline sont nées. Justement, pour essayer de résoudre ce fameux problème de la fraise, plusieurs grandes approches théoriques ont vu le jour. Et attention, ce ne sont pas juste des idées en l'air. Ce sont de vraies tentatives pour mettre de l'ordre dans le réel et donner un sens à ce qui est observé sur le terrain. Première grande tentative au XIXe siècle, l'évolutionnisme. Des penseurs comme Lewis Henry Morgan ont imaginé l'histoire humaine comme une seule et grande échelle du progrès. Toutes les sociétés du monde étaient placées sur l'un des barreaux, de la sauvagerie à la barbarie et, tout en haut bien sûr, la civilisation, qui correspondait comme par hasard au modèle occidental. Une vision très hiérarchique qu'on a complètement abandonnée aujourd'hui, heureusement. Mais bon, cette idée d'échelle, ça ne tenait pas vraiment la route. Alors, une nouvelle question a émergé. Et si, au lieu d'une échelle de progrès, toutes les cultures humaines étaient en fait organisées selon des structures invisibles, une sorte de plan universel de l'esprit humain? Et là, c'est la révolution du structuralisme, incarnée par Claude Lévi-Strauss. Regardez son analyse du mythe d'Œdipe. Il ne le lit pas comme une simple histoire, il le décompose en petites unités qu'il réorganise en colonnes. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'histoire elle-même, mais les relations entre les colonnes, les oppositions, la parenté qu'on surévalue contre celle qu'on sous-évalue, ou le fait de nier nos origines terrestres contre celui de les affirmer. Pour lui, ces structures cachées, on les retrouve partout, et elles nous révèlent le fonctionnement de l'esprit humain. Après avoir passé des décennies à développer ces outils en regardant des sociétés très différentes, l'anthropologie a fait un truc assez radical. Elle a retourné la caméra. Elle a commencé à s'étudier elle-même nos propres sociétés. L'idée n'est pas nouvelle. Montaigne le disait déjà à sa façon, mais elle devient centrale. Prenez l'anthropologue Margaret Mead. Elle part étudier l'adolescence aux îles Samoa. Mais son vrai but, ce n'est pas tant de comprendre les Samoa que de revenir aux États-Unis et de dire « Vous voyez, votre crise d'ado angoissée, ce n'est pas une fatalité biologique, c'est culturel. » L'étude de l'autre devient un miroir pour mieux se comprendre, nous. Et aujourd'hui, alors là, l'anthropologie est vraiment partout. Ces terrains d'études, ce ne sont plus seulement des tribus isolées. Non, c'est nos vies de tous les jours. Ce sont les algorithmes des sites de rencontres, la culture des travailleurs du clic qui font tourner l'intelligence artificielle, la vie des artisans d'Istanbul face à la mondialisation. L'anthropologie explore le tissu même de notre monde moderne. Bon alors, à la fin de la journée, à quoi ça sert tout ça? Quel est son apport le plus fondamental dans un monde hyper connecté, mais aussi super polarisé? Prenez ce chiffre, 4.
C'est le nombre de grandes manières d'être au monde qu'a identifié l'anthropologue Philippe Descola. Notre vision à nous, le naturalisme, qui sépare radicalement les humains de la nature, n'en est qu'une seule. Il y a aussi l'animisme, le totémisme, l'analogisme. Autant de logiques, autant de mondes possibles qui coexistent. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus importante de toutes. L'anthropologie nous offre une formidable boîte à outils pour nous rappeler une chose simple, mais essentielle. Ce qu'on considère comme normal ou naturel, c'est juste une option parmi une infinité de possibilités humaines. Elle nous force à décentrer notre regard. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question pour aujourd'hui. Dans un monde qui nous pousse sans arrêt à choisir notre camp, à juger l'autre en une fraction de seconde, que se passerait-il si on prenait un peu de recul ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une discipline dont le but est précisément de suspendre son jugement, pour sincèrement essayer de comprendre ? La réponse, peut-être, se trouve moins dans les livres que dans notre capacité à faire ce pas vers l'autre.